sull'approccio storico che avevamo iniziato ieri e dopo passerò ai richiedenti asilo per arrivare al modello di oggi. Voilà, bon, alors. Valenti è attivata la registrazione. Allora, raga, avete capito, insomma, è stato chiaro come organizzeremo la giornata. Adesso, diciamo, Emanuele brevemente finirà quella cosa, poi se avete voglia, insomma, anche per sentirvi più pronti, insomma, vi potete segnare le questioni, le parti più interessanti che volete per fare un discorso dalle 12 in poi, va bene? Ci siete? Datemi un cenno. Ok. Ok, Walter, ci siamo. Ok. Perfetto. Ok. Bon. Alors, on va commencer. Alors, je vais remettre les PowerPoint. J'espère que je vais y arriver. I PowerPoint. Alors. Bon, on va voir si ça arrive. Hein. Dovrebbe arrivare fra poco. Parce que c'est très compliqué quand je suis chez moi ici. È molto difficile quando sono a casa per me. Et Nadia, il n'y a toujours rien? No. Di moi pour moi. Non vedete nulla? Io non vedo. No, non so ancora se... niente. No, niente ancora. Bon. Oh là là. Bon, alors, je vais peut-être... Là, ça va? Oui, ok. Io vedo gli altri? Oui. Sì. Très bien. Sì. Voilà. Ci siamo. Ok, donc nous étions à... ça va, non, Nadia? Il y a tout l'écran? Oui, ça va. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Donc hier, en fait, nous étions après la guerre. Hein? Ensuite, nous avons discuté. Et donc,
entre les deux guerres, pardon. Hein, donc nous sommes ici, les années 1920. Enfin, Quindi ieri eravamo rimasti agli anni 1920. Voilà. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fin du premier conflit, les déficits démographiques français s'élèvent à peu près à 1,5 million d'individus. Hein, c'est-à-dire que la France avait perdu beaucoup de personnes pendant la guerre, donc 1,5 million pendant la Première Guerre mondiale, alors que durant la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'il y avait à peine 800 000 personnes. Et donc, pour essayer de reconstruire les pays, la France avait besoin d'une main-d'œuvre. Et donc, les patronats vont faire appel à des travailleurs étrangers et va créer en 1924, si je vais trop vite, tu me le dis, Nadia. Non, ça va. Et va créer donc en 1924 la Société Générale d'Immigration. Ok, je vais traduire. Oui. Quindi abbiamo visto che alla fine della prima guerra mondiale c'è stato un deficit demografico molto importante in Francia. Ci sono stati circa 1,5 milioni di individui morti, quindi tantissimi. Penso di ricordare che per la seconda guerra mondiale ci sono stati soltanto 800.000 morti. Quindi dopo questo deficit si è cercato di ricostruire il paese. Per poterlo ricostruire c'era bisogno di manodopera, quindi si è ricorso ai lavoratori stranieri. Per questo motivo nel 1924 c'è stata la creazione della Società Generale dell'Immigrazione. Voilà. Alors, donc, entre 1921 et 1931, le nombre d'étrangers va doubler, et il va atteindre 2,7 millions d'étrangers. C'est-à-dire que si on prend la période entre 1921 et 1926, environ 22 500 étrangers viennent en France par an. C'est-à-dire chaque année, la France recevait 22 500 étrangers pour participer à l'industrialisation et pour participer au repeuplement de la France. Et à cette époque, ce sont surtout les Polonais qui représentent la deuxième communauté, derrière les Italiens et devant les Espagnols. Donc nous avons les Italiens, les Polonais et les Espagnols, qui seront donc les gros contingents des immigrés en France. Quindi tra il 1921 e il 1931 il numero di stranieri viene moltiplicato per 2 e arriviamo a circa 2,7 milioni. Se invece prendiamo il periodo dal 1921 al 1926 ci sono circa 22.500 stranieri che vengono in Francia ogni anno per partecipare alla ricostruzione del paese, all'industrializzazione. Abbiamo all'epoca soprattutto dei polacchi che rappresentano la seconda comunità presente in Francia, dietro gli italiani che è la prima comunità e gli spagnoli che arrivano in terza posizione. Et donc, en fait, il faut juste après la fin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire entre 1919 et 1930, les gouvernements français vont conclure avec différents pays européens des conventions d'immigration. Les conventions d'immigration, et la France, donc, c'est une terre d'asile.
hein, avec un grand nombre d'étrangers, où un statut de réfugié va être élaboré dans les années 20. Voilà. Mais seulement, il y a la crise économique de 1929. Cette crise économique de 1929 va obliger le gouvernement français à prendre des mesures restrictives pour ralentir l'entrée des travailleurs étrangers et encourager les départs. Vous voyez? Encourager les départs de ceux qui sont au chômage par une aide financière. Vous voyez, nous sommes dans les années 30 quand même. Hein? On va donner de l'argent aux étrangers qui sont au chômage pour qu'ils rentrent chez eux. C'est pour essayer de voir un peu la répétition de cette politique. Parce que la même politique, pour donner des gens à rentrer chez eux, va se reproduire dans les années 80. Et aujourd'hui, ça s'est reproduit aussi par des réfugiés, ou en fait par rapport à l'aide, ce qu'on appelle l'aide au retour. Oui. Voilà. Quindi, alla fine della Prima Guerra Mondiale, cioè tra il 1919 e il 1930, il governo francese andrà a concludere varie convenzioni sull'immigrazione con gli altri paesi europei. La Francia all'epoca è una terra d'asilo e nasce lo Statuto dei rifugiati negli anni 20. Però con l'arrivo della crisi economica del 29 il governo è costretto a prendere delle misure restrittive per rallentare questo ingresso dei lavoratori stranieri sul territorio e incoraggiare e spingere le partenze di questi stranieri, di questi lavoratori stranieri disoccupati. Ritroviamo la stessa politica negli anni '80 in Francia e anche oggi con i rifugiati e questo aiuto al ritorno. Alors donc, pendant cette période-là, il faut bien comprendre, hein, parce que là, je dirais plutôt qu'on va pratiquer, c'est-à-dire la politique d'exclusion des étrangers par rapport à certains emplois, va se concrétiser. C'est-à-dire que, comme il y a la crise économique de 1929, en 1932, il y a une loi qui va fixer des quotas d'étrangers dans les entreprises. Hein, des quotas des étrangers dans les entreprises. Et donc, en 1934, ce sont des périodes qui sont très importantes, c'est pour cela, en 1934, la carte de travail n'est plus accordée aux nouveaux migrants qui vont arriver. Et en 1935, les chômeurs étrangers sont expulsés. Alors, puisque nous sommes dans une sorte de racisme d'État, qu'est-ce qui se passe? Et il y a un climat xénophobe qui se développe. Un climat xénophobe se développe, le chômage prend de l'ampleur et les étrangers deviennent des boucs émissaires. Des boucs émissaires, je ne sais pas comment on dit ça en italien, mais boucs émissaires. Ah oui, voilà, accusés d'occuper des postes de travail des étrangers. Hein, pardon, accusés d'occuper des postes de travail des Français. Et pourtant, ce sont des postes de travail qui étaient laissés vacants par les Français eux-mêmes. Ok. Quindi durante questo periodo bisogna capire bene questa cosa molto importante, cioè si praticava una politica di esclusione dello straniero rispetto ad alcuni tipi di impieghi. Siccome c'è la crisi economica del 29, nel 32 una legge viene a fissare delle quote per gli stranieri nelle aziende. Nel 1934 la carta del lavoro non viene più data ai migranti
E nel 1935 gli stranieri disoccupati vengono espulsi dalla Francia. Quindi assistiamo a una specie di razzismo di Stato e tutto questo crea un clima di xenofobia che va sempre sviluppandosi. La disoccupazione aumenta e lo straniero diventa il capro espiatore, viene accusato di occupare dei posti di lavoro, i posti di lavoro dei francesi, anche se questi posti non venivano accettati da questi stessi lavoratori francesi. Alors, donc, nous allons assister à cette époque-là à l'expulsion des... C'est-à-dire qu'en 1936, par exemple, la France va compter 500 000 étrangers de moins qu'en 1931. Parce qu'il y a des personnes qui sont expulsées et des personnes qui sont rentrées chez eux à cause de ces climats difficiles. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la France continue quand même d'accueillir les réfugiés, puisqu'en 1936, l'immigration sur les territoires français est surtout caractérisée par l'arrivée des Italiens, qui étaient en train de centaines d'Italiens, de plusieurs centaines d'Italiens qui fouillaient le fascisme, et aussi des Espagnols qui étaient opposés au régime des Franco, au régime franquiste. Même toutefois, on assiste en ces moments-là, 1936, on assiste à la fin d'un cycle migratoire. Fin d'un cycle migratoire et au retour de près d'1 million d'étrangers dans leur pays d'origine. Quindi nel 1936 la Francia conta circa 35.000 stranieri sul suo territorio, di meno, cioè 35.000 stranieri di meno rispetto al 1931, perché ci sono state tante espulsioni di stranieri. Però la Francia continua ad accogliere i rifugiati, perché possiamo vedere che nel 1936 arrivano parecchie centinaia di italiani che fuggono il regime fascista, stessa cosa per gli spagnoli che fuggono anche loro il regime di Franco. Nel 1936 possiamo dire che assistiamo alla fine di un ciclo migratorio e al ritorno di circa 1 milione di stranieri nel loro paese di origine. Voilà, et donc, bon, ben, effectivement, nous arrivons à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, c'est 1945, c'est en fait les tournants, en 1945, c'est les tournants de l'immigration naissante, de l'immigration qui arrive, c'est-à-dire qu'entre 1945 et puis après, et, on peut dire, et aujourd'hui. C'est en 1945 que vont s'écrire la principale loi sur l'immigration avec l'ordonnance de 1945. C'est les socles sur lesquels s'appuient les phénomènes, donc du point de vue législatif, l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a donc à cette époque des ordonnances qui seront adoptées le 19 octobre et le 2 novembre pour définir les conditions d'accès à la nationalité, d'entrée et de séjour des étrangers en France, et aussi leur statut juridique. Et on va créer, je vous avais dit hier, enfin je vous ai dit tout à l'heure, on crée la Société Générale d'Immigration, mais là, la Société Générale d'Immigration va être remplacée par l'Office national de l'immigration en 1945. Et donc, cet Office national d'immigration aura les monopoles pour recruter les travailleurs étrangers, recruter les travailleurs étrangers et aussi l'introduction des familles. Il faut ajouter que durant cette période, après la Deuxième Guerre mondiale,
la France a besoin des main-d'œuvre importants pour reconstruire les pays. Et comme la main-d'œuvre n'est pas suffisante, on fait appel à la main-d'œuvre étrangère, alors que 10 ans avant, on les a expulsés. 10 ans avant, on les expulse, 10 ans après, on les demande. On voit un peu comment est-ce que les États jouent avec les étrangers. Quand on a besoin d'eux, on les appelle. Quand on n'a pas besoin d'eux, rentrez chez vous. Ok. Allora, arriviamo quindi alla seconda guerra mondiale, al 1945, che è un momento importante, possiamo parlare di immigrazione sul nascere. Quindi nel 1945 nasce una legge sull'immigrazione con l'ordinanza del 45. All'epoca sono nate due ordinanze, il 19 ottobre e il 10 novembre, che avevano il compito di definire le condizioni di accesso alla cittadinanza, le condizioni di ingresso e di soggiorno in Francia e lo statuto giuridico. Ieri ho parlato della creazione della Società Generale dell'Immigrazione. Questa società viene sostituita dall'Ufficio Nazionale per l'Immigrazione, che aveva il monopolio per reclutare i lavoratori stranieri e far venire le famiglie. Dovete avere ben chiaro che dopo la seconda guerra mondiale c'era bisogno di manodopera, quindi sono stati richiamati i lavoratori stranieri, mentre 10 anni prima erano stati espulsi dal paese. Quindi questa cosa dimostra bene come gli stati giocano con gli stranieri. Quando ne hanno bisogno le fanno entrare, quando non gli servono più le rimandano a casa. Et donc, vous voyez, donc, nous sommes, donc, il y a ce qu'on appelait donc, les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, aujourd'hui, nous vivons les 40 putaises, hein, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire qu'avec les 30 glorieuses par rapport à l'État-providence, c'est l'État qui est le papa, qui est la maman, qui nourrit tout le monde. Et avec les 40 putaises, papa a disparu, maman a disparu, et c'est à toi de te débrouiller pour pouvoir survivre dans notre société d'aujourd'hui. Donc, la France va surtout faire appel, notamment pour l'agriculture, aux Algériens pour travailler. Entre 1954 et 1974, la France va connaître la vague d'immigration la plus massive de son histoire. La plus massive de son histoire. Pourquoi cette vague d'immigration? Des objectifs. 1, économique. 2, démographique. Et donc, quand on regarde cette période entre 54 et 74, la présence étrangère va doubler en France. De 1 765 000 étrangers, on va passer à 3 442 000. Voilà, c'est-à-dire en 20 ans, cette immigration va doubler. Et donc, les Européens vont être remplacés petit à petit par des migrants en provenance du continent africain ou asiatique. Voilà. Okay. Quindi arriviamo alle 30 gloriose. Durante questo periodo è lo Stato che è il papà e la mamma di tutti, cioè nutre tutta la popolazione, mentre oggi lo Stato è sparito. A quell'epoca
la Francia chiama sul suo territorio gli algerini per lavorare soprattutto nell'agricoltura. Tra il 1964 e il 1974 la Francia vive l'ondata più massiccia di immigrazione della sua storia. L'obiettivo all'epoca era prima di tutto un obiettivo economico e secondo demografico. La presenza straniera sul territorio francese sarà moltiplicata per 2, si passerà da 1.765.000 stranieri a 3.442.000 stranieri. Quindi in 20 anni si è moltiplicato per 2. Gli europei vengono sostituiti dai migranti che provengono dal continente africano o asiatico. Voilà. Emmanuel? Emmanuel? Non c'è più connessione. Ça y est, c'est bon. Ah, okay. C'est moi. Oui. On t'avait perdu. Mais oui, c'est Internet, c'est pour ça que oui. je n'aime pas les faire sur moi. Bon, oui. Ça disparaît, les PowerPoint, non? Alors non, les diapositives sont encore là. Ah bon, d'accord. Moi, je les vois. Bon, Vedete ça va. le diapositive non sono sparite, vero? No. Ok. Bon, ok. Oui, et donc, je disais que donc, durant cette période-là, en fait, nous arrivons, pourquoi? Parce qu'en fait, en 73, nous allons quand même assister à la crise économique. Oh là là. J'entends très mal. Là, tu m'entends? Maintenant, oui. Alors, je suis resté en 73 avec la crise économique. Oui, ou bien je vais prendre les... Oui, donc je disais qu'en 73, nous avons la crise pétrolière. La crise pétrolière, et il y a effectivement donc la crise pétrolière. Ce qui se passe, c'est que nous allons donc assister au durcissement des politiques d'immigration. Au durcissement des politiques d'immigration. Et donc, il est évident que la situation va être assez difficile. Pour la première fois, on va voir apparaître des mesures qui visent à contrôler le flux. Le flux, comme le prévoyait l'ordonnance de 1945, parce que la France est touchée par la crise économique qui marque donc la fin des 30 glorieuses. Et comme le gouvernement a peur d'une hausse du chômage, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Et il suspend provisoirement l'immigration. Et donc, nous allons assister au durcissement des politiques d'immigration, expulsion, lutte contre le travail irrégulier, non-renouvellement des titres de séjour, on limite l'arrivée des travailleurs immigrés. Et à partir des années 80, l'immigration devient un enjeu politique. C'est-à-dire que les lois sur l'immigration en France changent plus vite que les autres lois. Si je comptabilise ces différentes lois sur l'immigration, on va se rendre compte que il y a, si je prends celui du 45, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à peu près une quinzaine de lois sur l'immigration. C'est pour vous dire l'enjeu politique des phénomènes donc migratoires donc en France.
Voilà. Quindi arriviamo al 73 con la crisi petrolifera. Con questa crisi assistiamo a un indurimento delle politiche sull'immigrazione, quindi assistiamo a una situazione abbastanza difficile. Per la prima volta appaiono delle misure per controllare i flussi, un po' come era previsto nell'ordinanza che abbiamo visto prima del 45. Questa crisi economica segna la fine delle 30 gloriose. All'epoca il governo ha paura dell'aumento della disoccupazione, quindi è per questo che sospende l'immigrazione. Questo indurimento delle politiche sull'immigrazione implicano delle espulsioni, si combatte contro il lavoro irregolare e non si rinnovano i titoli di soggiorno. Dagli anni '80 l'immigrazione diventa una questione politica. Le leggi sull'immigrazione cambiano più velocemente rispetto alle altre leggi. Per farvi un esempio, nel 1945 riesco a contare circa 15 leggi sull'immigrazione. Ok, alors donc, mais entre-temps, il y a des éléments qui forcent les gouvernements français à accueillir donc les réfugiés. C'est-à-dire qu'en 1973, il y a les coups d'État de Pinochet au Chili, suivi des dictatures en Amérique latine, Brésil, Argentine, Uruguay, qui forcent des centaines de milliers de personnes à l'exil. Donc les réfugiés du Chiliens seront donc les premiers non-européens à demander l'asile en grand nombre en France. Ensuite, nous arrivons en 1975, il y a des transformations violentes, des changements de pouvoir au niveau de la péninsule indo-chinoise. Ces changements de pouvoir entraînent de nouveaux mouvements massifs des populations qu'en France, nous avons appelé les boat people. C'est la période de boat people. Et donc, la France va accueillir 130 000 Cambodgiens, Vietnamiens, Laotiens. Et après, c'est l'arrivée des réfugiés d'Asie du Sud. L'arrivée des réfugiés d'Asie du Sud, c'est quoi? C'est les Iraniens. Les Iraniens qui vont s'installer en France pour fouiller les régimes de l'ayatollah Khomeini. Nous arrivons en 94-2001. Les talibans contrôlent les territoires afghans, 90% du territoire afghan. Cela provoque beaucoup de massacres et la France va accueillir à peu près 1200 personnes en 2000. Et n'oublions pas l'Afrique noire avec les conflits au Rwanda, le Mali, la République démocratique du Congo, la Mauritanie, l'Angola, la Guinée, enfin. Il y a, en ces moments-là, beaucoup de personnes qui arrivent. Et l'Algérie aussi. Il y avait déjà des Algériens. Mais, dans les années 80, il y a des mouvements islamistes en Algérie qui conduisent beaucoup de personnes à l'exil. Suivi, j'ai fini avec tout ça, suivi après avec la proclamation de l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie en 1991, qui va entraîner une guerre de 5 ans. Là aussi, la France donc va accueillir beaucoup de personnes. Et puis après, n'oublions pas
la crise migratoire de 2015. Donc voilà, nous sommes dans un pays qui a toujours accueilli et qui accueille toujours autant de personnes. C'est pour ça que je disais donc plutôt entre rejet, c'est-à-dire que entre acceptation et rejet, c'est toujours dans l'entre-deux. Hein, dans l'entre-deux, cette question de l'accueil. Voilà. Ok. E quindi nel frattempo alcuni elementi in Francia spingono il governo ad accogliere i rifugiati. Per esempio, nel 73 c'è il colpo di Stato di Pinochet, o la dittatura in Brasile, in Argentina, in Uruguay. Questi avvenimenti spingono tante persone ad esiliarsi. Questi paesi di America Latina sono i primi non europei a richiedere asilo in Francia. Nel 75 assistiamo a delle trasformazioni violente, dei cambiamenti di poteri nella penisola indocinese, e anche questo fenomeno provoca dei movimenti massicci di popolazioni che all'epoca venivano chiamati boat people. La Francia ha accolto all'epoca circa 130.000 rifugiati provenienti dalla Cambogia, dal Laos. Non dobbiamo dimenticare neanche i rifugiati del sud dell'Asia, come gli iraniani che fuggivano il regime dell'Ayatollah Khomeini. Dal 94 al 2001 c'è stato anche i talibani in Afghanistan. La Francia ha accolto circa 1.200 persone all'epoca. A questi si aggiunge anche l'Africa nera, con i conflitti in Ruanda, in Mali, in Repubblica Democratica del Congo, in Mauritania. Insomma, all'epoca tante persone arrivano in Francia. Non dimentichiamo l'Algeria, che negli anni 80 con i movimenti islamisti, l'indipendenza della Slovenia e della Croazia nel 91, che ha vissuto una guerra di circa 5 anni, e per finire c'è anche la crisi migratoria del 2015. Quindi la Francia è un paese che ha accolto e che continua ad accogliere tra accettazione e rigetto. Merci Nadia. Alors, comment on peut dire? Je pense que, pour essayer de résumer un peu tout cela, les droits des étrangers, c'est donc essentiellement construit en France au XXe siècle. Au XXe siècle. C'est-à-dire que avant 1945, il y a eu des législations éparses, hein, des législations par-ci par-là, des législations liées plutôt à des événements historiques. Le premier texte fondamental, c'est l'ordonnance du 2 novembre 1945. Et c'est aussi à partir du choc pétrolier de 1973 que le gouvernement français va mettre en place les mécanismes de maîtrise de l'immigration. Et donc, en 1974, on déclare qu'il n'y a plus d'immigration économique. Et à partir de ce moment-là, nous allons assister à un balai. Ce n'est pas les lacs des cygnes, hein, mais plutôt à un balai des lois sur l'immigration. Quindi, come possiamo dire, il diritto degli stranieri viene costruito in Francia nel XX secolo.
prima del 45 esistono soltanto delle legislazioni a riguardo legate ad avvenimenti storici. Il primo testo importante sull'immigrazione è l'ordinanza del 2 novembre 45. Dopo il primo shock petrolifero del 73, il governo francese instaura un meccanismo di controllo dell'immigrazione e nel 74 dichiara che non c'è più immigrazione in Francia. Assistiamo da allora a un balletto sulle leggi dell'immigrazione, intorno alle leggi dell'immigrazione. Alors, il y a une chose aussi, je crois que c'est pour revenir un peu à la question que Walter avait posée hier, c'est-à-dire qu'à l'époque, avant 1914, concernant la clandestinité, les clandestins, par exemple avant 1914, notamment donc en France, les notions d'immigrés clandestins, des sans-papiers étaient inexistantes, ça n'existait pas du tout. Pourquoi? Parce que les mouvements migratoires étaient plus ou moins libres. Bon, il y avait un contrôle des polices à la frontière, d'accord, mais cela n'avait pas beaucoup d'ampleur qu'aujourd'hui, même si à l'époque, il y avait quand même la taxation des étrangers et des quotas, avait été débattue entre 1885 et 1898. Vous voyez, donc, on débattait déjà des quotas. Jusqu'à 1932, en dehors de quelques formalités de police, l'entrée et le séjour des étrangers sont restés libres. Mais le chômage croissant va provoquer des mesures restrictives à l'égard des étrangers, ce que je disais tout à l'heure, notamment en 1932. Et c'est après la guerre que la France, comme ses voisins européens, vont mener une politique de l'immigration clandestine. Et donc, il y a beaucoup d'immigrés qui étaient donc des irréguliers, qualifiés de non régularisés, immigrés qualifiés de non régularisés, favorisés plutôt par l'absence de politiques d'ensemble sur l'immigration. Et donc, voilà donc, et c'est vrai qu'il y avait une immigration clandestine, vous voyez, donc, qui s'était considérablement accrue, 26% en 1948, 82% en 1968, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà. Et la crise donc va augmenter la lutte contre l'immigration clandestine qui deviendra prioritaire. Voilà. Ok. Quindi tutto questo mi fa ripensare alla domanda che mi ha fatto Walter ieri. Prima del 1914 in Francia la nozione di immigrato clandestino non esiste perché i movimenti migratori erano più o meno liberi. Erano liberi, però esistevano lo stesso dei controlli ai confini, ma non erano molto importanti. Questo dibattito sulle quote esisteva già, si discuteva già di stabilire queste quote tra il 1885 e il 1890. La disoccupazione in aumento provoca delle misure restrittive nei confronti degli stranieri nel 1932 e gli altri paesi europei condurranno anche loro una politica di lotta a questa immigrazione clandestina. Il problema è che non c'è una vera politica globale sull'immigrazione. Durante la crisi assistiamo all'aumento di questa lotta alla clandestinità, diventa un problema molto importante. Alors, donc là nous sommes maintenant et aujourd'hui. Et aujourd'hui,
la logique des cycles a disparu. Hein. Les vagues d'immigration avaient pour but de redynamiser le marché du travail et de reconstruire les pays. Hein. Disparition donc des logiques des cycles, mais j'y reviendrai après parce que ces PowerPoint a été fait avant 2015. Donc, voilà. Arriviamo ad oggi e vediamo che la logica dei cicli è sparita, le ondate di immigrazione avevano come obiettivo di ridinamizzare il mercato del lavoro e di ricostruire il paese, però ritornerò su questo più avanti. Queste sono slide del 2015, quindi sono un po' vecchie. Parce qu'il y a quand même un nouveau cycle, c'est le cycle de 2015 qu'on doit rajouter à l'intérieur. Quindi dobbiamo aggiungere all'interno il ciclo del 2015, che è un nuovo ciclo. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que, quand je parlais de disparition des cycles pour des raisons, la force de travail a changé de nature, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, il y a des machines, on n'a plus forcément besoin des bras pour soulever des tonnes de choses, donc ce n'est plus la même chose. Et puis la conséquence aussi de tout cela, c'est que la France, qui était autrefois la terre d'immigration en Europe, est aujourd'hui l'un des pays d'Europe où l'immigration est la plus faible aussi, hein, comparativement à des pays comme l'Allemagne. Quindi dicevo che questi cicli sono spariti per vari motivi. La forza lavoro è cambiata, ovviamente oggi ci sono i macchinari, quindi non c'è più bisogno di forza lavoro. La conseguenza è che la Francia, che era prima una terra di immigrazione in Europa, oggi è uno dei paesi d'Europa dove l'immigrazione è la più debole. Alors, si on commence à résumer un peu tout ce qu'on vient de dire là, l'origine des migrants des trois vagues, c'est quoi? Donc, la première vague, c'est les immigrants en provenance des pays voisins, c'est ce que je disais, qui s'installent. La seconde vague, c'est l'élargissement des nationalités avec notamment l'immigration polonaise, russe et arménienne. C'est aussi le début de l'immigration coloniale en France. Et la troisième vague, c'est l'afflux du Maghreb et de la péninsule ibérique. Voilà. Quindi arriviamo all'origine dei migranti delle tre ondate. Quindi la prima ondata comprende gli immigrati in provenienza dei paesi vicini confinanti con la Francia, che vengono prima di tutto nelle regioni di confine. La seconda ondata si allarga ad altre cittadinanze, con per esempio l'immigrazione polacca, russa e armena. La terza ondata conosce un afflusso proveniente dal Maghreb e dalla penisola iberica. Et donc, ensuite, détermination des flux migratoires aussi, donc, qui les amène, pourquoi? Ça, je l'avais dit hier aussi, donc là, nous sommes en train de résumer. La misère économique avant tout, motifs qui reviennent statistiquement les plus souvent. Hein. Après, la fuite face aux persécutions, statistiquement moins fréquentes, mais aujourd'hui, par rapport aux persécutions, depuis 2015, on voit tout ce qui, notamment, que ce soit la Syrie, l'Irak, la République démocratique du Congo, le Soudan, voilà. Quindi cos'è che, velocemente, vediamo cos'è che determina i flussi migratori. La miseria, prima di tutto la miseria economica, è il motivo che torna più spesso da un punto di vista statistico. Fuggire rispetto a delle persecuzioni, che è statisticamente meno frequente. Possiamo vedere questo dal 2015 con la Siria, l'Iraq, la Repubblica Democratica del Congo. Ensuite, lorsqu'on regarde cette troisième vague, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la période donc, des 30 glorieuses.
la part des immigrés européens donc en France augmente fortement, besoin de main-d'œuvre, hein, l'Office national de l'immigration, on signe des accords avec beaucoup de pays. Hein. Et puis après, nous avons les nouveaux arrivants en 1975, sans oublier les nouveaux arrivants de 2015. Quindi se osserviamo adesso velocemente questa terza ondata, come dicevo prima, abbiamo il periodo delle 30 gloriose, durante il quale il numero di immigrati in Francia aumenta molto, c'è bisogno di manodopera, di ricostruire il paese. Quindi c'è la creazione dell'Ufficio Nazionale dell'Immigrazione con gli accordi passati e ci sono i nuovi arrivi spesso dall'Europa o dal Maghreb dagli anni 60 e non dobbiamo dimenticare i nuovi arrivi del 2015. Ensuite, juste un rappel, nous avons ici l'Union européenne avec ses 27 pays. Et puis après les Maghreb, parce qu'en France, il y a quand même beaucoup de réfugiés, donc en fait, beaucoup des immigrés maghrébins qui sont devenus français. Maghreb, région septentrionale de l'Afrique, Petit Maghreb ou Maghreb central, les Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Les grands Maghreb rattachent la Mauritanie et la Libye. Et tous ces 5 pays forment l'Union du Maghreb arabe, qui était fondée en 1989. Allora, velocemente voglio ricordare un po' come è composta l'Unione Europea, vedete i 27 Stati membri, il Maghreb, che è una regione settentrionale dell'Africa, composta dal piccolo Maghreb o Maghreb centrale, il grande Maghreb, che lega a questi insieme la Mauritania e la Libia. Questi 5 paesi formano l'Unione del Maghreb Arabo, l'UMA, fondato nell'89. Alors, il y a un élément important qu'il faut prendre en compte par rapport à la France, c'est les regroupements familiales. Hein, donc, il y a un décret du 29 avril 1976 qui a mis en place les droits au regroupement familial. Hein, donc, un elemento importante del quale tener conto in Francia è il ricongiungimento familiare che viene inquadrato dal decreto del 29 aprile 1976. Alors donc, bon, il s'agit des personnes quoi, qui vont rejoindre leur famille en France. Et ça a été mis en place par Giscard d'Estaing, hein, donc, qui était président de la République française de 1974 à 1981, qui justifie sa politique de regroupement familial par la justice sociale et par la volonté de mettre en place une migration maîtrisée. Quindi quando si parla di ricongiungimento familiare si tratta di persone che raggiungono le loro famiglie in Francia. È stato voluto dal Presidente della Repubblica dell'epoca, Valéry Giscard d'Estaing, è stato Presidente dal 74 all'81. E aveva la volontà di mettere in opera un'immigrazione organizzata, controllata nell'ambito dell'immigrazione familiare. Enfin, les récentes évolutions. Finalmente arriviamo alle recenti evoluzioni. Nous avons l'Europe et la mondialisation, il y a l'espace Schengen, qui a donc facilité les déplacements au sein de l'Union européenne et en même temps a créé aussi une fermeture à l'immigration qualifiée des forteresses Europe. Et la mondialisation, nous savons qu'elle crée de nouvelles mobilités du sud vers le nord que les politiques n'arrivent pas a controllare. Quindi abbiamo l'Europa e la globalizzazione con lo spazio Schengen che ha facilitato gli spostamenti dentro l'Unione Europea,
ma che ha creato una chiusura verso l'immigrazione che è stata qualificata di fortezza europea. D'altronde la globalizzazione ha creato nuove mobilità tra sud e nord e le politiche restrittive non riescono a controllarli. Alors, les politiques d'accueil et d'intégration. Les politiques publiques européennes, donc, c'est ce que disent l'Europe, hein, mais après, au niveau des États, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est la volonté de mieux accueillir pour mieux intégrer. On peut se poser la question de savoir, ce n'est pas plutôt la volonté de mieux expulser, hein. Donc, du coup, plusieurs États européens ont réformé la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers. L'objectif, c'est empêcher donc l'immigration illégale et avoir une immigration choisie. Et puis après, de l'autre côté, toujours au niveau de l'Europe, il y a ces politiques de surveillance et d'accueil qui convergent, mais l'intégration dans les États reste liée à la conception que chaque État-nation s'est fait de vivre ensemble, s'est fait de la citoyenneté, s'est fait des modes de participation, s'est fait des representazioni democratiche. Allora, per quanto riguarda le politiche di accoglienza e di integrazione, abbiamo delle politiche pubbliche europee di migrazione, cioè almeno è quello che dice l'Europa, che ha la volontà di accogliere meglio per integrare meglio, ma ci possiamo chiedere se invece la volontà non è quella di espulsare, no, espellere meglio. Quindi più stati europei riformano la loro legislazione sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri. Gli obiettivi sono di fermare l'immigrazione illegale. Queste modalità conferiscono un potere sempre più grande di selezione rispetto ai paesi di origine. Le politiche di controllo e di accoglienza convergono nel quadro europeo. Ma l'integrazione rimane legata alla concezione che ogni Stato-nazione ha del vivere insieme, della cittadinanza, dei modi di partecipazione e di rappresentazione democratici. Chiedo scusa, posso fare una domanda al professore? Alors, Emmanuel, un étudiant veut vous poser une question. Oui. Vous êtes d'accord? Sì, sì. Allora, in Italia vi è il racconto che come è stato governato il fenomeno migratorio in Francia, in Germania e in altri paesi europei, diciamo che il racconto era di un'attività molto includente, cioè si faceva integrazione in questi paesi rispetto a questo fenomeno. E poi scopriamo, specie nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, che in Francia scoppia il fenomeno delle banlieue. Allora, volevo capire... Il fenomeno delle banlieue. Delle periferie parigine. Sì. Volevo capire se il racconto che si fa in Italia di come è stato governato questo fenomeno, che da quello che ho sentito fino adesso è stato sempre, non è stato governato in emergenza, almeno come è successo in Italia, ma è stato governato con tranquillità. Volevo capire se è vero tutto ciò, cioè è stato governato bene per questo fenomeno o è soltanto un racconto che si fa. Grazie. Alors, pratiquement, cet étudiant dit qu'en Italie, on s'est toujours fait une certaine image de la France et de l'intégration. Et puis, on a découvert le phénomène des banlieues.
En Italie, on parle de gestion de ce phénomène des banlieues en France en toute tranquillité. Hein, que ce phénomène a été géré en toute tranquillité et n'a pas été considéré comme un phénomène d'urgence, on va dire. Et cet étudiant voudrait savoir si c'est vrai ce que l'on dit en Italie sur la France ou si c'est une légende, si la réalité est tout autre. Alors, en fait, il m'a précédé parce que, regardez les... Allora, je vais lui dire tout de suite. Allora, Oui. il professore Jovlin dice che l'ha preceduto in quello che stava per dire. C'est-à-dire que, bon, en même temps, je vais lui répondre. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, en fait, en France, effectivement, il y a de nombreux débats sur l'immigration et l'intégration des immigrés qui se posent au sein de la société française depuis plusieurs années. Et avec la crise économique, la question des immigrés et du marché du travail, de l'emploi s'est posée. Il y a un autre élément dont parlent les étudiants, c'est la question des violences urbaines en France. La question des violences urbaines en France, c'est une question qui est récurrente. Vous voyez, c'est-à-dire que ces violences urbaines ont commencé dans les années 80, hein, les émeutes des années 80, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs à l'Université de Calabria, où vous avez un certain nombre de jeunes d'origine étrangère qui se sont soulevés pour montrer leur place au sein de la communauté française qui, en fait, au sein de la société française qui était en train de les exclure. Et donc, l'insécurité dans les banlieues n'est pas gérée avec tranquillité. L'insécurité dans les banlieues, c'est une réalité. Une réalité, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis ici à Lille dans un quartier qui s'appelle Fives. Les après-midi, vous avez des jeunes qui font les rodéos avec des motos ou alors des courses de voitures, alors qu'il y a 1 kilomètre seulement. Il y a seulement 1 kilomètre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui sont devenus des zones de non-droit où vous ne pouvez pas rentrer comme ça, la police ne rentre pas. Et c'est ça, si vous voulez, la maladie aujourd'hui de la société française, et c'est cette maladie-là des violences urbaines qui pousse aussi une grande partie de la population française à la xénophobie et qui pousse aussi l'extrême droite à monter. Voilà, je vais te laisser traduire et puis après j'ai continué. Moi aussi, j'ai habité à Fives. Ah, ben voilà. Donc, mais toi, quand tu habitais à Fives, ça allait bien à l'époque. Oui, ça allait bien puisque ça remonte à 20 ans. Voilà. Allora, la risposta del professore Jovlin. Quindi quando si guarda alla Francia, i problemi legati all'integrazione degli immigrati esistono da tanti anni. Il problema delle violenze urbane in Francia è ricorrente e è iniziato negli anni '80 con dei movimenti di giovani di origine straniere che si sono ribellati perché volevano dimostrare di avere un posto in una società francese che le rigettava. La questione della sicurezza nelle banlieue è una realtà che non viene gestita con tranquillità in Francia. Le do un esempio, io abito a Lille, un quartiere che si chiama Fives e ogni pomeriggio ci sono delle bande di giovani che fanno delle corse con le macchine sapendo che hanno solo 1 chilometro per poterle fare. Quindi esistono dei quartieri, delle zone di non diritto dove la polizia non può entrare. È una specie di malattia quello che succede in Francia, che spinge sempre di più la gente alla xenofobia e a votare per l'estrema destra. Vous savez, j'ai un collègue qui, je ne sais pas s'il est déjà passé ou pas encore, qui est Manuel Boucher. Attends, No,
Il n'est pas encore passé. Je pense que, moi, je ne sais pas de quoi il va parler, mais c'est vrai que lui, il étudie beaucoup plus. Moi, j'étudie l'immigration au sens global, en termes d'intégration. J'étudie aussi la violence urbaine, mais moins que par rapport à lui. Et parce que lui, il travaille avec les Black Blocs, vous voyez, donc des mouvements identitaires, qui, en France, il y a des... c'est-à-dire que nous avons on peut parler même des mouvements fascistes. Hein, donc, et vous avez dans les quartiers, pour revenir à ce que je disais, des zones de non-droit, où aujourd'hui, il ne se passe pas des semaines sans qu'il y ait des violences dans tel ou tel quartier. C'est-à-dire que les violences urbaines sont en train de monter. Et il y a aussi un autre effet aujourd'hui qu'on rencontre, c'est les caillassages des policiers. Et heureusement que tu es française, hein, donc tu peux traduire, parce que si c'était quelqu'un d'autre, ça allait être difficile. Oui, ça aurait été difficile. Alors déjà, comme ça, c'est difficile. Alors, je vais traduire tout de suite. D'accord. Allora, io ho un collega che si chiama Manuel Boucher che studia molto di più questo problema. Io mi occupo soprattutto di immigrazione globale. Questo mio collega lavora con i movimenti identitari in Francia, che possiamo definire movimenti fascisti. E in alcuni quartieri, come ho detto prima, ci sono delle zone di non diritto dove non passa un giorno senza violenze. Queste violenze urbane dimostrano che che è un fenomeno molto presente. Vi do un esempio, c'è oggi in questi quartieri un fenomeno che chiamiamo caillassage. Allora, in pratica è il lancio di pietre sui poliziotti. Oui, et donc voilà quoi, c'était un peu, non, dire que cette question s'est faite en toute tranquillité, je dirais plutôt c'est un rêve. Ce n'est pas une réalité. C'est une question qui aujourd'hui préoccupe les politiques et c'est une question qui sera au cœur des prochaines élections, la question des violences urbaines, la question de la tranquillité. Le maire de Nice, par exemple, a mis dans sa ville beaucoup de caméras à Nice. Il y a des caméras dans sa ville. Quand on met des caméras dans une ville, cela montre qu'il y a effectivement un problème d'insécurité. À Fives, dont j'ai parlé tout à l'heure, le maire socialiste Martine Aubry ne veut pas mettre des caméras. Alors que moi, j'ai fait des enquêtes, un travail d'enquête avec un groupe d'étudiants sur les sentiments d'insécurité dans les quartiers de Ouazem et dans les quartiers des Fives. Et on voit que nous sommes dans un quartier où le sentiment d'insécurité est assez grand. Mais attention, sentiment d'insécurité ne veut pas dire insécurité. Hein, donc c'est autre chose. Il peut y avoir un sentiment d'insécurité lié à des phénomènes, des choses qu'on entend, alors que ces phénomènes n'existent pas. Mais par contre, c'est aussi des quartiers où il y a des questions de drogue. Et donc, on voit bien que nous sommes dans un problème qui n'est pas géré de manière tranquille et qui n'est pas géré aussi de manière frontale, parce que si tu les gères de manière frontale, il y a la révolution, il y a les émeutes. Un exemple concret, tu roules en voiture, c'est 1 kilomètre, ce n'est pas beaucoup. Tu veux passer, ben non, il y a une voiture qui est arrêtée devant. Vous avez quelqu'un qui discute avec quelqu'un dans la voiture, qui vend sa drogue tranquille, mais toi tu attends derrière, où tu dois faire les tours complets comme ça pour pouvoir passer. Alors là, et quand on voit ça, voilà pourquoi est-ce que le Front National est en train de monter. D'autant plus que les quartiers dont je parle sont des quartiers qui sont occupés par beaucoup d'immigrés. Et comme c'est occupé par beaucoup d'immigrés, ben, on va effectivement rattacher la drogue à l'immigration, l'insécurité à l'immigration, les violences urbaines
à l'immigration. Et tout cela va donc amener des sentiments de xénophobie et de rejet. Voilà. Ok. Allora, direi che questa questione non viene gestita in modo tranquillo, anzi è proprio il contrario. Questo problema preoccupa molto i politici e sarà sicuramente il problema più importante per le prossime elezioni. Vi do degli esempi. Il sindaco di Nizza ha messo delle telecamere in tutta la sua città e questo dimostra che il problema della sicurezza esiste. A Fives, il mio quartiere del quale vi ho parlato prima, il sindaco Martino Aubry non vuole mettere queste telecamere. Io vi posso dire che ho fatto indagini sul sentimento di insicurezza in città e risulta che la gente non si sente sicura. C'è anche il problema della droga in questi quartieri. Questo problema non viene gestito in modo tranquillo o non viene fronteggiato. Vi do un altro esempio. Nella mia città può capitare che io sia in macchina e mi devo fermare perché davanti a me c'è una macchina ferma che blocca il traffico per vendere della droga e sono costretto a fare il giro lungo se voglio passare perché dobbiamo aspettare che finisca. Ovviamente tutto questo aumenta la xenofobia e il numero di movimenti estremisti. Il problema è che questi quartieri vengono occupati da tanti immigrati, quindi si fa l'associazione tra immigrati e insicurezza. Voilà. Bon, Nadia, tu vas te reposer, hein? Oui, j'espère. Oui, parce que sinon... Mais je ne te demande pas d'aller dormir, c'est pas de te reposer un Non, petit peu. non, je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir, Voilà. pas encore. Donc, on va prendre peut-être 15 minutes. Et puis après, donc, allora, au retour, se volete, facciamo una pausa. Voilà. Donc là, bon, il reste quelques éléments, mais on rentre du côté de l'intégration. Donc, je vais les mettre de côté. On verra après. Ok, Et quindi vediamo dopo. Facciamo una pausa e dopo vediamo l'integrazione. Ok, grazie. Ok. Très bien, très bien.